sommaire de cette édition au Togo, les députés de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle hier. Ils regrettent que le projet de loi sur les réformes constitutionnelles ne soit pas débattu. Au Sénégal, hier, les députés de l'opposition ont protesté contre le maintien en détention de Khalifa Sall, le maire de Dakar qui jouit désormais de l'immunité parlementaire. Enfin, en Afrique du Sud, la justice toujours trousse de Jacob Zuma, une vieille affaire datant de 10 ans, est ressuscitée contre lui. C'était là le sommaire du journal. Bonjour et bienvenue à tous. On démarre donc cette édition par l'Afrique du Sud où la justice sud-africaine se penche depuis hier sur une affaire de corruption suspendue depuis une dizaine d'années comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président Jacob Zuma. Pendant 2 jours, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein va juger de l'opportunité de rétablir des poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vin en marge d'un important contrat d'armement. Le président Jacob Zuma a mis en cause dans une litanie de scandales de corruption qui polluent la fin de son règne, doit encore faire face à une affaire de corruption suspendue depuis une dizaine d'années comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La Cour suprême d'appel de Bloemfontein se penche sur l'opportunité de rétablir des poursuites, soit 783 accusations engagées contre le chef de l'État sud-africain pour avoir touché des pots de vin en marge d'un important contrat d'armement. La décision de la Cour suprême d'appel sera lourde de conséquences politiques. Si elle confirmait l'inculpation de Jacob Zuma, elle pourrait ouvrir la porte à un procès contre le président. Il s'agit d'une saga politico-judiciaire qui tient en haleine l'Afrique du Sud depuis 1999. Jacob Zuma, alors vice-président sous le président Thabo Mbeki, a nié toute implication dans ce dossier. Son conseiller financier de l'époque, Schabir Shaik, accusé d'avoir négocié des commissions pour le compte de son patron, a pour sa part été condamné en 2005 à 15 ans de prison. Jacob Zuma a jusque-là toujours réussi à passer au travers des mailles de multiples filets judiciaires qui se dressent sur son chemin. Les Tunisiennes de confession non musulmane pourront désormais se marier dans leur pays avec des noms musulmans. Les circulaires ministériels empêchant ces unions ayant été abolies, a annoncé jeudi la porte-parole de la présidence tunisienne. Tous les tests liés à l'interdiction du mariage de la Tunisienne avec un étranger, à savoir la circulaire de 1973 et tous les tests semblables, ont été annulés. Félicitations aux femmes de Tunisie pour la consécration du droit à la liberté de choisir son conjoint, a écrit sur Facebook Saïda Garage. Le 13 août, le président Bédi Caïd Essebsi avait annoncé avoir demandé au gouvernement de retirer une circulaire datant de 1973 et empêchant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans. Des organisations de la société civile ont ces derniers mois lancé une campagne sur cette question et une plainte a été déposée auprès du tribunal administratif pour faire annuler la circulaire. Ces circulaires, il en existe plusieurs outre celle de 1973 qui procèdent de mesures discriminatoires. Elles sont contraires à la Constitution qui stipule l'égalité entre hommes et femmes et sont une violation du droit fondamental de tout être humain à choisir son conjoint, avait dénoncé dans un communiqué des militants des droits humains dans le collectif pour les libertés individuelles. Si elles voulaient que leur mariage soit reconnu ou célébré en Tunisie, les Tunisiennes épousant des non-musulmans devaient jusqu'ici fournir le certificat de conversion à l'islam de leur futur mari. Quelques-unes ont réussi au prix d'une bataille juridique à faire reconnaître leur mariage sans ce document, selon une avocate active dans ce domaine. Dans un discours prononcé le jour de la fête de la femme, le 13 août, le chef de l'État avait aussi lancé le débat sur le sujet délicat de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage, jugeant que la Tunisie se dirigeait inexorablement
vers l'égalité dans tous les domaines. La Tunisie est considérée comme pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes, mais cette dernière continue d'hériter et généralement de la moitié de ce qui revient aux hommes, comme le prévoit le Coran. Au Togo, cette fois, l'opposition a claqué hier la porte de l'Assemblée nationale, regrettant que le projet de loi sur les réformes constitutionnelles ne soit pas débattu comme prévu. Elle a également annulé son meeting d'information prévu ce vendredi, préférant miser sur une forte mobilisation la semaine prochaine. Les détails à travers cet élément. L'opposition togolaise a claqué la porte de l'Assemblée nationale dans la matinée de jeudi. Regrettant que le projet de loi sur la réforme constitutionnelle ne soit pas débattu lors de la séance parlementaire, elle a annulé son meeting d'information prévu ce vendredi, préférant miser sur une forte mobilisation la semaine prochaine. L'ordre du jour de la session parlementaire de jeudi portait sur un projet de loi concernant les droits d'accès des étudiants ouest-africains dans les universités togolaises. Une mesure que l'opposition juge éloignée de la préoccupation actuelle des Togolais. La semaine dernière, un rassemblement populaire massif a envahi les rues de la capitale Lomé ainsi que d'autres villes du pays pour demander des réformes constitutionnelles, notamment une limitation des mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Le gouvernement avait alors annoncé qu'il soumettrait un projet de loi au Parlement, mais l'Assemblée nationale n'a pas souhaité le proposer à l'ordre du jour de la session extraordinaire de cette semaine, assurant qu'il devait passer par une commission spécialisée avant sa consultation par les députés. Direction le Sénégal et beaucoup plus précisément en son Assemblée nationale, Moustapha Niasse est réélu du moins ce jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a obtenu 120 voix sur 154 députés présents parmi les 165 élus. Sur les 151 votants, 10 se sont opposés à la reconduction de Niasse. Il y a eu 17 abstentions et 4 bulletins nuls. Le vote s'est déroulé à l'occasion de la cérémonie d'installation de la 13e législature. Moustapha Niasse est élu pour un mandat de 5 ans, soit la durée de la législature, contrairement aux autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et restons donc au Sénégal et avec cette assemblée pour dire que les députés de l'opposition ont protesté jeudi contre le maintien en détention du maire de Dakar, Khalifa Sall. C'était pendant l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Khalifa Sall n'a pu se rendre à la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée malgré son immunité parlementaire. Selon les députés de la coalition, il s'agit d'une violation flagrante de ses droits. Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale a été installée jeudi. Une installation au cours de laquelle des députés de l'opposition ont protesté contre le maintien en détention du maire de Dakar, Khalifa Sall, empêché de siéger malgré son élection aux législatives du 30 juillet dernier. À la tribune de l'hémicycle, Tchèque Bamba Dieye, un député de sa coalition, a dénoncé le fait que Khalifa Sall, en prison depuis le 7 mars dernier, n'a pu se rendre à la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée, malgré son immunité parlementaire. Selon lui, il s'agit d'une violation flagrante de ses droits. Opposant au président Macky Sall, dont il devrait être l'un des concurrents à la présidentielle de 2019, Khalifa Sall est accusé de détournement de fonds publics. Il doit répondre de dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevées pendant plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar. Il faut dire que ses partisans imputent ses déboires judiciaires à son statut de dissident de la coalition au pouvoir. Au Mali, le collectif de la défense pour la République se mobilise pour l'alternance en 2018. Son porte-parole Mohamed Youssouf Batili dit Rasbaf a lancé ce mouvement au carrefour des jeunes de Bamako afin de mobiliser les populations. Notre correspondante sur place, Alima Bentouré, a assisté à l'événement. Voici son compte rendu.
Le très célèbre activiste malien Mohamed Youssouf Batili Dirasbat, à la tête du collectif pour la défense de la République, lance son mouvement pour l'alternance 2018. Pour ce faire, il veut un nouveau type de gouvernant pour son pays. Conscientiser la jeunesse sur son rôle et son importance dans l'alternance 2018, tel est le mot d'ordre de la première phase de cette campagne. L'homme dit ne pas être un candidat en 2018, mais il entend faire bouger les choses et a déjà une idée du profil de son candidat pour la présidentielle de 2018. Nous voterons pour un candidat qui s'engagerait lorsqu'il est atteint d'une maladie qui peut être traitée au Mali, de se faire soigner dans les hôpitaux maliens, ce qui aura l'avantage de rehausser la crédibilité de la qualité des services de santé du Mali et ce qui pourra inciter d'autres pays à venir se soigner au Mali. Donc ça pourrait aussi augmenter le nombre de clients des taxis, des hôtels, du commerce, de ce qu'on appelle le tourisme médical. L'alternance 2018, selon l'activiste, ne peut être atteinte que par la sensibilisation et l'information de la jeunesse en âge de voter à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une prise de conscience d'abord par les citoyens de s'octroyer le droit au vote. C'est pourquoi il invite les Maliens en âge de voter d'aller s'inscrire sur les listes électorales afin de bénéficier de leur carte d'électeur. Il existe actuellement 1 million de Maliens en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur la liste. Et selon la loi portant organisation des élections au Mali, la révision des fichiers a lieu du 1er octobre au 31 décembre. Mais dans cette période de révision, celle consacrée à l'inscription a lieu du 1er octobre au 31 octobre. Ça veut dire qu'on n'a qu'à peu près que la moitié du mois de septembre et tous les mois d'octobre pour inviter, appeler, informer nos citoyens, nos parents qui sont au village à s'inscrire. Pour Asbat, l'alternance en 2018 est plus que nécessaire car le bilan des 4 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta, selon lui, est catastrophique à tout point de vue. Au Zimbabwe, cette fois, les opérations d'inscription sur les listes électorales en vue des élections générales prévues en 2018 ont officiellement démarré hier. C'est le président Robert Mugabe en personne qui a donné le coup d'envoi de cette opération. Pourtant, un processus aussitôt dénoncé comme douteux et mal préparé par l'opposition zimbabwéenne. Le président Robert Mugabe a donné jeudi le coup d'envoi des opérations d'inscription sur les listes électorales. Il s'agit d'une opération d'inscription biométrique des électeurs qui doivent servir pour les élections générales prévues en 2018. Les opérations ont été lancées symboliquement avec l'inscription de Robert Mugabe, de son épouse et de plusieurs ministres. Ce processus devait permettre à tous les électeurs qui souhaitent participer aux élections de 2018 de se réinscrire d'ici le 15 janvier prochain. L'inscription biométrique, une première au Zimbabwe, se fera par enregistrement des empreintes digitales et de la technologie de reconnaissance faciale. Aussitôt lancé, le processus a été dénoncé par l'opposition comme étant douteux et mal préparé. Faisant part de ses inquiétudes sur la sécurité des serveurs informatiques chargés de recenser les électeurs, le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, a également dénoncé la mise en place d'une date limite pour l'inscription qui fait courir, selon lui, le risque de priver des électeurs de leurs droits. L'opposition assure vouloir utiliser tous les moyens constitutionnels, politiques et juridiques pour s'assurer que les élections soient libres et équitable. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA.